Bienvenue à tous au Web Mardi. Pour qui est-ce que c'est la première fois un Web Mardi à main levée? Ah, pas beaucoup, je pensais plus que ça. Quand j'ai vu la liste ce matin, avant-hier, je me suis dit, tiens, il y a plein de nouvelles têtes. Bon, il n'y a peut-être pas tant de nouvelles têtes que ça, au final, je me suis peut-être un petit peu emballé. Qui c'est qui nous a découvert via le site Meetup? Une personne. Ça marche? Ça marche encore, Meetup. Qui c'est qui nous a découvert via un ami ou une connaissance, etc. Plus haut les mains, je vois pas les mains moi sinon. Je suis à moitié aveugle, j'ai des lunettes. Ok, à peu près le même nombre quoi. Donc en fait ça marche pas tant bien que ça, Meetup. Peut-être qu'on arrête. Web Mardi, c'est pas qu'une personne, c'est 10 personnes qui organisent ça, un peu dans l'ombre, que vous avez peut-être jamais vu. Nelson qui est à la régie ce soir, Margot et Alexa qui ne sont pas avec nous. En général, c'est elle qui vous accueille aux événements du Web Mardi. Asia qui est aux photos, elle est au fond, elle va passer un petit peu entre vous pour faire des photos avec Soura qui est juste en dessous, qui fait également les photos ce soir, on en parle juste après. Darek qui est également à la régie et qui aide et qui épaule Nelson ce soir. Ouli qui vous a accueilli chaleureusement normalement. Sébastien qui n'est pas là avec nous ce soir malheureusement. Moi-même et Geoffroy qui avons co-créé le Web Mardi. Le Web Mardi, c'est rien sans des gens qui donnent des sous pour vous payer un apéro à l'après, le Web Mardi, pour nous payer du matériel qui nous permet de record ces Web Mardi. Enfin bref, sans ces gens-là, on n'a pas le Web Mardi. Donc merci à LIP, Super 8, Infomaniac, HEIGVD, le CPNV, JobTrek et Marvelous, sans qui, pas d'argent, pas de bière. Je pense qu'on peut les applaudir un tout petit peu pour dire merci. Et pas de chouette. Aujourd'hui, et moi je ne parle pas beaucoup plus que ça, je vous présente vite l'agenda. On va faire une introduction, c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble maintenant. Le talk, c'est normalement pourquoi vous êtes venus, normalement. Peut-être que vous êtes venus pour le truc qui est tout en bas, qui s'appelle l'apéro. On va faire un caout. Le caout, c'est un jeu auquel il y a des cadeaux à gagner. Il y a pas mal de cadeaux. Ce soir, je crois 3, mais en plus combinés. Il y a 3, mais en fait plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a un cadeau, mais en fait il y a 2 cadeaux ensemble. Bref, il y a plein de cadeaux. Du coup, écoutez bien. Moi, je ne sais pas si le caout il est difficile, s'il est sérieux ou s'il est un peu décalé. J'en sais rien du tout pour l'instant. On le verra, on va le découvrir ensemble à la fin. Du coup, écoutez bien, c'est le seul conseil que je peux vous donner. On va parler du What's Next, donc je vous expliquerai, enfin je vous présenter le futur Web Mardi, le prochain Web Mardi. Et on aura un open mic, si vous voulez y penser maintenant. C'est le moment où vous pouvez venir devant, parler à tout le monde. Alors je sais que ça fait peur de parler à 40 personnes d'un coup pour dire un truc. Donc comme ça, vous avez 30 minutes pour y penser, puis après on le fait. Et après, il y a l'apéro. Peut-être que certains sont venus uniquement pour ça. En général, j'en fais partie. Web Mardi est hosté par Antistatique, c'est là où on est ce soir, où on a un petit peu chaud. Tout à l'heure, ça ira mieux, on ouvrira les fenêtres quand il n'y a plus de soleil qui tape sur le bâtiment. Merci Antistatique de nous accueillir ce soir, comme chaque année. Je crois qu'on peut aussi les applaudir parce que sans eux, pas de Web Mardi. Les toilettes, important. Elles sont en bas. Quand vous êtes rentré à droite, vous avez vu un petit corridor, normalement. Si vous refaites encore à droite, après ce corridor, il y a des toilettes. Il y a 2 toilettes. Si elles sont prises, il faut attendre votre tour. Elles sont mixtes, donc il n'y a pas de toilette homme ou femme. Les photos. Donc on a 2 photographes ce soir qui vont faire des photos de vous, du speaker, de moi peut-être, on ne sait jamais. Si vous ne voulez pas être sur les photos, il y a 0 problème. Vous nous dites, après l'event, vous nous envoyez un mail avec votre photo, ou un endroit où on peut voir votre photo, qu'on sache qui on ne doit pas prendre sur les photos ou qui on doit flouter. Vraiment, il n'y a pas de souci de nous dire « je ne veux pas être sur les photos ». Sachez juste que les photos n'utilisent pas des biais commerciaux. On poste ça sur Instagram et c'est tout. C'est pour que les gens puissent avoir accès à peu près à l'ambiance du Web Mardi. On ne l'utilise pas pour faire de la publicité avec votre visage. Mais je comprendrais que vous ne vouliez pas y être. Et vraiment, vous lancez un mail à contact.webmardi.ch et si on peut, on ne vous prend pas. Et si on n'a pas le choix, vous êtes en plein centre, eh ben on vous floute. C'est tout pour moi. Ce soir, c'est Touria qui va nous parler du cerveau. Je la laisse venir ici. Et puis, je pense que vous pouvez lui faire un chaleureux applaudissement et l'accueillir chaleureusement. Bon talk. La place. Alors, avant même d'ouvrir la bouche ce soir, avant même de m'avoir écouté, votre cerveau s'est déjà fait une opinion sur moi. Et il a déjà décidé à votre place si vous alliez m'écouter ou pas. Ce serait fâcheux. Est-ce que vous avez une idée du nombre de décisions que votre cerveau prend chaque jour? Un chiffre? Très optimiste? Non, en fait, j'aurais dit un peu moins quand même. Je ne m'attendais pas à ce qu'on commence si haut.
35 000 décisions par jour. C'est déjà pas mal. Bon, on est loin du million, mais c'est quand même pas mal. Donc 35 000 décisions par jour, et sur ces 35 000, il y a plus de 95% des décisions qui sont inconscientes. Heureusement. On ne s'en sortirait pas sinon. Et pourquoi est-ce que ces décisions sont inconscientes? Le cerveau, c'est 86 milliards de neurones. Et ces 86 milliards de neurones ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres. Ils communiquent tous ensemble, donc via des connexions neuronales. Et on a 1000 milliards de connexions neuronales, ce qui est quand même énorme. Et pour ce petit organe, qui représente uniquement 2% du poids de votre corps, il va consommer plus de 20% de votre énergie. Donc vous comprenez que avec une consommation énergétique de 20% de votre énergie totale, le cerveau il a quand même besoin au plus souvent que possible de se mettre en mode veille, économie d'énergie. Économie d'énergie, pour ça, il va devoir travailler sur vos pensées. Donc il va essayer d'économiser de l'énergie là où il peut. Donc il a mis en place des systèmes de pensée. 2 systèmes de pensée. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Daniel Kahneman? Donc système de pensée, système 1, système 2? Exact. On parle de la même chose. Donc Daniel Kahneman a élaboré ce système 1, système 2, qui reflète la manière de fonctionner de notre cerveau. Donc le système 1, ça va consister à prendre des décisions rapides, de manière intuitive, inconsciente. Et le but, c'est vraiment d'économiser de l'énergie. Parce que le système de pensée, donc le 1, va être peu coûteux en énergie pour le cerveau. Donc ça, c'est ce qu'on recherche. Le système 2, à l'inverse, c'est un système qui va être plus lent, parce qu'il est plus analytique. Il va vraiment peser les pour et le contre, il va analyser la situation, le contexte, pour essayer de prendre une décision un peu plus réfléchie et pas automatique. On va faire un petit exercice, parce que bon, c'est une conférence interactive, il n'y a pas que moi qui bosse ce soir. Donc on va faire l'exercice, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'exercice de la batte et de la... Votre cerveau s'est posé une autre question. Il ne s'est pas demandé quel est le prix de la balle, il s'est plutôt demandé quel doit être le prix de la balle pour que le total fasse 1,10 €, sachant que la batte coûte 1 €. Donc votre cerveau il va essayer de réfléchir très vite pour ne pas dépenser trop d'énergie. Donc entre 1,10 € et 1 €, il y a 10 centimes. Donc en général, c'est vrai que ici, il y a un peu plus de personnes que d'habitude qui ont donné la bonne réponse. Mais intuitivement, on a tendance à répondre 10 centimes parce que justement, on va fonctionner en système 1. C'est la réponse la plus intuitive qui nous vient à l'esprit. Et ça, c'est à cause des biais cognitifs. Donc, c'est les biais cognitifs qui vont nous permettre d'économiser de l'énergie sur notre façon de penser. Les biais cognitifs, c'est des erreurs systématiques de pensée. En réalité, nous, on a quand même une vision assez négative de l'erreur. Donc l'erreur, c'est faux, c'est pas bien. Mais ce n'est pas une erreur en soi, une erreur négative, mais ça va plus être dans le sens où votre cerveau va essayer de prendre des raccourcis. Des raccourcis mentaux, justement, pour décider vite et pas dépenser beaucoup d'énergie. Donc les biais cognitifs, ils vont nous permettre de gagner du temps, donc décider rapidement avec peu d'informations, donc une information incomplète, et essayer de garder une certaine cohérence. Les biais cognitifs, donc, ils sont automatiques, ils sont inconscients et universels. Ce qu'on entend par universel, c'est que la plupart des gens vont fonctionner de la même façon.
Quand on a des biais cognitifs, ce n'est pas qu'on est différent des autres personnes, c'est qu'au contraire, on est un peu comme le commun des mortels, puisque les biais cognitifs, ça va être des erreurs partagées. Et statistiquement parlant, une grande partie de la population va partager ces biais cognitifs-là. C'est pour ça qu'ils vont être assez prévisibles. Au niveau du cérébral, il y a plusieurs régions qui vont être impliquées dans la prise de décision, qui va être affectée par les biais cognitifs. Donc, on va dire le chef d'orchestre du cerveau, ça va être le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, lui, c'est le planificateur, l'organisateur, il pense à tout, il contrôle tout. Et il va se poser beaucoup de questions. Il va beaucoup planifier et envisager les conséquences de nos actes, de nos décisions. On a le cortex singulaire antérieur, lui, il va plus être là sur le plan conflictuel, c'est-à-dire, vous êtes face à, je pense qu'il y a pas mal de personnes du digital par là. Si vous êtes devant un logiciel et que vous en avez besoin, mais vous trouvez le prix un peu excessif, il y a un petit truc qui va vous titiller, et ça, c'est votre cortex singulaire antérieur qui va vous dire ça m'embête, il y a un truc qui ne me plaît pas là-dedans. Le striatum, lui, il va être dans la recherche de la récompense. Donc, il va anticiper sur le plaisir que vous allez ressentir suite à l'acquisition de ce logiciel, tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc, là, on est plus dans ce qui vous parle à tous, production de dopamine. Et l'amygdale, on va plus être donc, dans tout ce qui est réaction émotionnelle, donc le plaisir, la peur. Et sachez que dans vos décisions, dans vos pensées, généralement, la raison n'est pas celle qui prime. L'émotion précède la raison. Donc on va d'abord prendre des décisions, donc de manière inconsciente, et ensuite le cerveau va rationaliser par rapport à la décision qui a été prise. Donc le côté raison va arriver a posteriori. Il y a un petit événement historique qui s'était passé aux États-Unis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un monsieur, Phileas Gage, qui travaillait dans les mines. Et donc, en fait, dans les mines, il travaillait avec des explosifs, des grandes tiges qui permettaient de faire le travail. Et il a eu un malencontreux accident. Et il s'est pris une tige, en fait, qui lui a transpercé la tête. Donc, c'est passé par la joue et au niveau cérébral, ça a fait un trou. Et ça a abîmé la région qui est responsable des émotions. Bizarrement, on ne s'y attendait pas, le monsieur a survécu. Et il est même retourné au travail. Bon, avec un trou sur la joue, mais il continuait de fonctionner pas tout à fait comme avant. Parce que les personnes qui travaillaient avec lui ont constaté qu'il ne ressentait plus d'émotion. Donc c'est là, on peut mettre en évidence à travers ça les régions qui sont responsables de l'émotion. Et au-delà de ça, il n'arrivait plus à prendre de décision. Il était dans une paralysie décisionnelle, il ne pouvait plus prendre de décision. Donc on a pu, comme ça, montrer le rôle des émotions dans la prise de décision. Donc pas de prise de décision sans émotion. Alors je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les biais cognitifs qui existent, parce qu'il y en a plus de 200, et je pense que Kevin ne va pas être d'accord. Donc on va se concentrer sur les biais cognitifs qui sont les plus représentatifs dans votre quotidien. Donc le biais de confirmation. En général, on va toujours chercher à confirmer ce qu'on pense déjà, confirmer nos croyances.
Donc on va accorder plus d'importance à ce qui confirme nos croyances et on va un peu négliger tout ce qui les contredit. Tout ça de manière inconsciente, ce n'est pas volontaire. Un exemple, enfin vous y êtes exposé assez régulièrement. Si vous avez un collègue et vous considérez, enfin vous êtes convaincu que ce collègue est un radin, vous allez au resto en équipe pour aller partager un petit repas ensemble et ce collègue a malencontreusement oublié son portefeuille au bureau. Ça peut arriver. Ben vous, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ah ben voilà, j'en étais sûre. Donc là, vous êtes soumis à un biais cognitif. Ce n'est pas forcément la raison pour laquelle il n'a pas pris son portefeuille. Mais vous allez vous entêter à penser que voilà, ça confirme bien ce que je pensais. C'est un radin et ce n'est pas pour rien qu'il n'a pas pris son portefeuille. Donc en réalité, votre cerveau, il ne cherche pas la vérité. Votre cerveau, il cherche à avoir raison. Un autre biais cognitif auquel vous êtes beaucoup soumis, c'est le biais d'ancrage. En général, la première information que vous allez avoir, que ce soit, première impression, si vous rencontrez quelqu'un, premier prix auquel vous êtes confronté dans une négociation, quand vous allez acheter un article, ça va devenir votre référence. Donc si par exemple vous allez faire vos courses, on va rester sur matériel informatique, vous pariez un produit à 499 francs, barré, et à côté c'est à 99 francs. En réalité, si vous aviez vu le prix initial dès le départ, vous ne l'auriez pas forcément pris. En vous disant, 99 francs, ça ne les vaut pas, je ne les prendrai pas à ce prix-là. Mais finalement, en ayant pris comme référence le 499 francs, ça relativise tout. Oh, c'est une super affaire, il ne faut pas que je passe à côté. Donc le prix que vous avez vu en premier, ça devient votre référence. Et c'est là-dessus aussi qu'a joué Steve Jobs, je ne sais pas si vous avez vu sa présentation quand il a présenté l'iPhone la première fois. Donc il est parti d'un prix de référence. Si tu l'as écouté, tu te souviens du prix des prix qu'il avait donné, le prix de référence? Bon, par exemple, il va partir, donc il a énuméré toutes les qualités, tous les avantages de l'iPhone, et à la fin, il a dit, mais ce petit bijou, on ne va pas vous l'offrir, vous mettre à disposition toutes ces compétences, toutes ces qualités, ce joli petit bijou à 3 000 francs. Non, non, même pas à 2 000 francs. Donc, il a fixé le prix de référence, 3 000 francs. Donc, les gens se disent, une pépite pareille, ça vaut 3 000 francs. Eh bien non, en fait, on vous le vend pour la maudite somme de 900 francs. Et donc là, votre cerveau, il est parti d'un premier prix de référence, biais d'ancrage. Donc finalement, le 900 francs, si on lui avait présenté à la base, il ne l'aurait peut-être pas perçu de la même façon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage, et on y est soumis beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. On reste sur les logiciels. Si vous avez 3 abonnements, un abonnement A qui va vous coûter 360 francs à l'année, un abonnement B qui va vous coûter 30 francs par mois, et un abonnement C qui va vous coûter 1 euro par jour, donc même pas le prix d'un café. Vous choisissez quel abonnement? Bien souvent, 1 franc par jour. Les gens, ils sont tentés, parce que finalement, c'est même pas le prix d'un café, en fait, 1 franc par jour. Là encore, en fait, on va relativiser. Le cerveau va se faire tromper. Il va vouloir aller un peu vite. Oh, 1 franc par jour, c'est rien. Mais finalement, 1 franc par jour, sur toute une année, 365 jours, c'est le même prix, en fait, qui est présenté sur les 3. C'est exactement la même chose. Sauf que la façon de présenter les choses va tromper le cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau va vouloir gagner du temps, prendre une décision, mais vite, pour ne pas perdre trop d'énergie. Donc, il va prendre des raccourcis, et ces raccourcis, en fait, ils ne sont pas toujours très justes. L'aversion à la perte. Ah, ça, c'est
un biais cognitif qui est pas mal aussi. En gros, l'aversion à la perte, ce biais, il met en évidence le fait que on va plus être affecté par une perte qu'un gain équivalent. Vous serez plus affecté émotionnellement par la perte de 1000 francs que le fait de gagner 1000 francs. Ce sera plus douloureux pour vous de perdre 1000 francs que d'en gagner 1000. Et il y a des études qui ont mis en évidence qu'il faudrait que en fait, le gain soit au moins, si on venait à comparer, 2 fois et demi le montant de la perte pour que en fait, la douleur de la perte ne soit pas plus grande que, que le plaisir d'un gain. Et ça va nous conduire, enfin, ça va orienter, influencer nos décisions, puisque on va toujours essayer d'éviter la perte plutôt que de chercher le gain. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont des actions en bourse. Ça, c'est typique des personnes qui ont des actions. Une action qui s'effondre, s'ils la vendent, ils vont perdre des sous. Mais en fait, aversion à la perte, c'est douloureux de perdre de l'argent. Donc, ils vont garder cette action en attendant qu'elle remonte, en attendant qu'ils puissent récupérer leur argent. Et ce n'est pas gagné, sachant que ce serait probablement plus bénéfique de revendre ces actions et de les réinvestir dans une action qui est plus profitable, en fait, où ils pourraient récupérer leur argent et bien plus. Mais face à ce biais de l'aversion à la perte, on va être pris dans une paralysie et puis on va pas pouvoir passer à l'action, on va pas oser perdre parce que c'est très douloureux. Le biais de surconfiance, c'est un autre biais. Là, le cerveau, en fait, il va utiliser la partie qui est responsable de la mémoire et il va avoir un souvenir de tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il a entrepris, toutes les bonnes décisions qu'il a prises et ça va le faire gagner en confiance. Il va avoir l'impression qu'il contrôle, il maîtrise tout. Et on a bien des managers qui sont pris dans ce biais et donc qui pensent pouvoir tout contrôler, ils peuvent prendre toutes les décisions, tous les risques, sans prendre trop de risques, puisque de toute façon, ils gèrent. Le biais de conformité, ça aussi c'est un biais auquel vous êtes soumis en réunion, souvent. Quand vous êtes en réunion et que vous ne pensez pas comme les autres, mais vous n'allez pas forcément vous manifester en fait, pour rester comme tout le monde, pour ne pas vous extraire du groupe, parce que tout le monde pense comme ça, donc on va se laisser aller, on va pas se mettre à part, et on va se fondre dans la masse et intégrer en fait la vie générale du groupe. Et pour le biais de conformité, il va pas mal être encore plus biaisé par le pouvoir. C'est-à-dire que quand on a des personnes de la hiérarchie qui sont en réunion, en fait, on ne va pas oser les contredire. Et si le manager commence par lancer une idée, donc, il y a pas mal de personnes qui vont suivre et finalement, on va se sentir obligé d'aller avec parce que, en fait, il y a cette autorité qui freine un peu la contradiction. Alors, vous avez bien compris que votre cerveau ne cherche pas forcément la vérité. Votre cerveau, il va chercher à décider vite, avec les informations qu'il a. C'est-à-dire que votre cerveau va compléter l'information incomplète qui est à sa disposition. Il va essayer de lui donner du sens, avec une certaine cohérence, pour pouvoir décider vite. Donc gagner du temps et gagner de l'énergie surtout. Donc votre cerveau simplifie
quand on dit qu'il vous protège émotionnellement, bah, typiquement les biais d'aversion à la perte, c'est un peu pour vous protéger, pour vous éviter de souffrir. Et toujours dans la cohérence. Alors, en contexte entrepreneurial, on va avoir 3 contraintes qui vont intervenir dans ces biais. Dans le monde de l'entrepreneuriat, bah, vous savez qu'on est souvent sous pression. Il y a toujours des deadlines à respecter, on est toujours pressé, on a toujours plein de choses à faire. L'incertitude est relativement élevée. On n'a pas toujours toutes les billes en main pour pouvoir décider. On va on va à la pêche aux informations, mais on navigue un peu dans le flou et beaucoup d'incertitudes. Et la charge cognitive, je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler. Donc tout ça, c'est un terrain qui va favoriser les biais cognitifs dans le monde entrepreneurial. D'après vous, quels sont les biais cognitifs les plus dangereux pour les entrepreneurs? La surconfiance. Quoi d'autre? Ouais. Le biais de confirmation, ben effectivement, quand on est sur un projet, on va être convaincu que c'est le bon, qu'on tient le bon filon, donc on va avoir tendance à laisser de côté tout ce qui va contredire, tous les feedbacks négatifs des clients, et on va plutôt axer sur tous les bons feedbacks, sur tout le positif, pour dire que voilà, j'avais raison. Donc encore une fois, le cerveau, il ne cherche pas la vérité, il cherche à vous donner raison. Et les managers, donc les dirigeants, c'est les personnes qui sont les plus vulnérables, paradoxalement, aux biais cognitifs. Parce que c'est des personnes qu'on va plus difficilement contredire. En général, quand le manager présente un projet, présente une idée, à moins d'avoir vraiment une bonne culture du feedback, de bonnes interactions au sein de l'équipe, il va souvent se faire féliciter pour son idée, donc on ne va pas vouloir trop le froisser. Donc il va rester un peu dans son confort, donc dans ses biais de confirmation. Donc les managers, en plus, ils ont beaucoup de pression, ils ont toujours justement cette pression temporelle, encore plus que les autres. Donc toujours ce terrain favorable aux biais cognitifs. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se libérer des biais cognitifs, à votre avis? Est-ce qu'on peut les supprimer? Est-ce qu'il faut s'en libérer? Presque envie de demander. Parce que c'est un peu un réflexe de survie. Si on prend 35 000 décisions par jour, si on essaie de réfléchir à chacune, on va s'épuiser, quoi. Exact. Comment trouver le juste milieu? Alors, de toute façon, tu ne pourras pas les supprimer. Parce que, comme j'ai dit, les biais cognitifs, c'est inconscient. Tu ne les contrôles pas. Par contre, le fait d'en prendre conscience, de savoir qu'ils existent, c'est déjà un premier pas pour pouvoir essayer de les déjouer. Donc, non, on ne va pas pouvoir les supprimer totalement, mais partiellement. On va pouvoir, en prenant conscience de leur existence, essayer de s'en défaire, de les contourner. Donc déjà par la prise de conscience. Il faut aussi, pour cela, accepter d'avoir tort, parce que les biais cognitifs, ils existent pourquoi? C'est des raccourcis qui vont essayer de nous faire gagner du temps, et ils vont beaucoup se calibrer sur notre système 1, donc système rapide, intuitif. Et en fait, la rationalité vient après l'émotionnalité. C'est-à-dire que la raison intervient après. Donc le cerveau, il va essayer de rationaliser la décision que vous aurez prise avec tous les biais cognitifs qui vont avec. Donc pour pouvoir s'en détacher, il faut aussi s'autoriser à douter. Et il faut essayer de douter systématiquement. Toujours se poser des questions et pas rester dans son confort et dans ses certitudes. En sachant qu'il y a des biais cognitifs qui existent, quand j'ai l'impression d'avoir un super projet, c'est sûr que ça va marcher, il faut se poser des questions. Il faut pouvoir
s'interroger, qu'est-ce qui pourrait me donner tort? Qu'est-ce qui pourrait aller à l'encontre de ce projet? Qu'est-ce qui pourrait le faire rater, ce projet? Donc, il faut pouvoir douter et se poser les questions. Rechercher la contradiction. C'est-à-dire qu'à la limite, dans une réunion, on pourrait faire 2 équipes. Donc, pour défendre un projet, ceux qui vont apporter les arguments pour, et on va désigner des avocats du diable. Donc, des personnes qui seront là pour apporter tous les arguments qui vont aller à l'encontre du projet. Ils sont là pour ça. Donc, c'est l'avocat de la défense, et puis il doit apporter tous les arguments nécessaires. Donc, on s'oblige à avoir une partie de l'équipe qui est là pour chercher des arguments pour contredire en fait l'idée de base, le projet initial. On se force à chercher des choses qui vont à l'encontre du projet. Et structurer les décisions, c'est-à-dire que si on se fait des checklists, on se met des critères pour dire, bon ben voilà, ok, alors on décide qu'on va suivre ce projet si jamais, ou bien alors que je vais réaliser cet achat, si j'ai au moins 3 critères, donc sur ma liste de critères, qui y répondent favorablement. Donc vraiment en fait structurer, c'est-à-dire poser un cadre à cette prise de décision. Et anticiper ces erreurs, c'est-à-dire essayer vraiment de réfléchir à tout ce qui pourrait bloquer mon projet, tout ce qui pourrait aller à l'encontre de la réussite de mon projet. Essayez d'anticiper toutes les erreurs qui pourraient se produire. Et pour ça, vous pouvez très bien vous dire, ok, bon alors je suis dans 5 ans, dans 10 ans, et mon projet n'a pas marché. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut expliquer que ce projet n'aura pas marché dans 5 ans? Donc, essayez de se forcer à anticiper des erreurs possibles. Donc, tous ces biais cognitifs, on a dit qu'ils étaient involontaires, qu'ils étaient là pour nous aider en réalité, mais on va pouvoir les déjouer, on va pouvoir les contourner en prenant conscience et en mettant en place différentes dispositions pour pouvoir s'en défaire quand il faut. En tout cas, être conscient de leur existence. Et ça, c'est une question de lucidité. Donc, être lucide, ça ne veut pas dire ne pas faire d'erreur. Être lucide, c'est être conscient qu'on fait des erreurs. Et la lucidité, c'est une compétence stratégique en entreprise et pas que, dans votre vie personnelle de tous les jours. Donc la lucidité, c'est quand même une clé qui va vous faire avancer plus confortablement. Donc voilà, c'est tout comme le cerveau qui se développe à force de travailler, la lucidité aussi, c'est une compétence comme les autres, qu'on va devoir travailler, qu'on va devoir mettre à l'épreuve, et on va pouvoir la développer et prendre des décisions plus éclairées et plus lucides. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions. Je vais vous passer un micro. Ce micro, il ne va pas faire de bruit dans la salle, c'est juste pour de la captation. Pour le live stream en l'occurrence, qu'on puisse vous entendre. Qui souhaite poser une question à main levée? Comme ça, je sais où je dois aller. Personne, tout le monde est très timide en général. C'est normal. Donc soit c'était super clair. C'est le temps de réflexion. Soit... Je sais pas, il n'y a pas un biais là-dessus? Le biais de la question? Bonjour, merci Bonjour. pour ce speech. Au début de la présentation, j'ai une question. Comment c'est possible de mesurer des décisions? Combien on en fait chaque jour ou chaque... Comment c'est possible? Mesurer la décision dans le sens de savoir si c'est une bonne. Comment on arrive aux 35 000?
Quelle décision, oui, quelle décision on mesure? Alors ça, en fait, ce type de décision, ça va être, en fait, dans toutes les décisions, qu'est-ce que je vais habiller, dans quel ordre je vais m'habiller, je vais traverser la rue, il y a un feu rouge, je vais m'arrêter, ou bien alors je conduis, un feu rouge, je m'arrête. Je ne vais pas réfléchir pendant une demi-heure à il y a un feu rouge, est-ce que je dois m'arrêter, ou je fonce, qu'est-ce que je fais? Donc c'est des décisions automatiques, des décisions inconscientes qu'on va prendre, et sans trop y réfléchir. Donc après, comment ils ont comptabilisé les 35 000? Bon, ils ont peut-être énuméré un peu toutes les décisions qu'on va pouvoir prendre dans la journée. Alors je ne me suis pas attardée sur le détail de ces 35 000, en quoi ça consistait, les 35 000. Mais en tout cas, c'est un fait qui est établi, 35 000 décisions par jour. Merci. Est-ce qu'il y a des émotions qui nous font prendre des mauvaises décisions? Ou autrement dit, est-ce qu'il y a des émotions qui vont nous faire prendre, une émotion en particulier qui nous ferait prendre vraiment la bonne décision par rapport à d'autres? Alors, la peur... Dans tout le spectre, dans tout le spectre d'émotions, par exemple. Alors la peur, bien souvent, elle va beaucoup influencer tes décisions. Parce que la peur, c'est ce qui va un peu te freiner, ce qui va t'empêcher de passer à l'action. La peur de l'échec, en fait la peur que ça ne réussisse pas. Comment? La peur de perdre de l'argent, je peux reboucler avec... Oui, aversion à la perte. Donc effectivement, en fait, la peur, on va vouloir se préserver. Donc on a dit que le cerveau, il est là pour assurer notre survie. Donc pour nous préserver, et face à la peur, on va être un peu freiné et on va pas oser prendre de risques. Vous savez que quand on lance des projets, quand on est dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas avancer si on ne prend pas de risques. Donc à un moment donné, on va quand même devoir passer au-delà et prendre des risques, prendre les décisions. La décision d'avancer au risque de perdre. Une autre question peut-être? Je lance une personne au milieu. Alors j'avais une question. On dit que le cerveau est comme un muscle, il faut l'entraîner. Est-ce que vous avez mis en place des choses en particulier pour vous aider à améliorer votre lucidité au quotidien? Alors, le premier pas du changement, le premier pas pour s'améliorer, ça va être déjà la prise de conscience. Donc prendre conscience de tous nos défauts, des biais cognitifs auxquels on peut être soumis, ça va nous aider à plus y prêter garde. Donc plus se poser de questions. Et donc plus on va se poser de questions, on va s'interroger, donc on va pouvoir mieux cerner tous les problèmes auxquels on a pu, tous les raccourcis auxquels on a pu être soumis pour prendre nos décisions, pour essayer de les contourner. Donc en fait, pour gagner en lucidité, ce serait en fait vraiment ça, se poser beaucoup de questions, ne pas avoir peur de la contradiction, ne pas avoir peur d'avoir tort, donc confronter ses idées avec d'autres personnes. Parce que à nous tout seuls, quand on est un peu borné, on ne va pas pouvoir voir toutes les facettes d'un projet, toutes les facettes de ce qu'on veut entreprendre. Donc ne pas hésiter à se confronter à la vie des autres. Donc partager davantage les décisions que vous prenez. Oui. Très bien. Et il y a une autre stratégie aussi, ce serait de changer de perspective. C'est-à-dire que, alors plutôt que de prendre ma décision, qu'est-ce que je conseillerais à un ami? Donc si jamais j'ai un entrepreneur qui rentre dans mon bureau aujourd'hui et qui me présente en fait la même situation, qu'est-ce que je lui conseillerais? Ça, tu peux essayer, quand tu te mets dans la peau d'un autre et que tu conseilles à quelqu'un plutôt que de décider pour toi, ça change la perspective et ça change ta façon de considérer les choses. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Une autre question? Pardon. Merci beaucoup pour le talk. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment
tu en es venu à t'intéresser au biais cognitif? Enfin, pourquoi ce sujet, tu as choisi de le développer et t'a particulièrement intéressé? Alors les biais cognitifs, ils interviennent beaucoup dans nos prises de décision. Et pour la qualité de notre vie, enfin, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, la qualité des décisions, en fait, elles prennent une place très importante. Et ces décisions, elles sont beaucoup influencées par les biais. Donc autant on va être formé au management, aux finances, à la bureautique, à plein de choses, on est rarement formé à la prise de décision et en tout cas à l'influence des biais cognitifs dans cette prise de décision. Alors que, en fait, c'est quand même central. Donc voilà, c'est un terrain, je trouve, qui n'est pas suffisamment exploité en entreprise et dont les gens n'ont pas suffisamment conscience. Merci. Une dernière question? Nope. Sûr. Après, il y a l'apéro encore, mais c'est plutôt en off. Okay. Je crois qu'on peut dire une dernière fois. Merci beaucoup. Tu peux avoir ton trône à bascule. Alors, on va terminer gentiment ce web mardi et faire le fameux caout. J'espère que vous avez bien écouté. C'est le test maintenant. Prochain événement. Prochain événement, ça sera chez Super 8, c'est un peu plus loin, toujours à Lausanne. On va parler d'IA, on va parler d'augmenter ses ventes à l'ère de l'IA. J'en sais pas beaucoup plus que ça, parce que je n'ai pas lu le synopsis que j'ai reçu aujourd'hui. Du coup, je vous invite à aller sur webmardi.ch et d'aller regarder si c'est super cool ou pas. Je suis sûr que c'est super cool. Ça sera en français, le 5 mai. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, dites-leur que ça existe, le Web Mardi, s'ils ne connaissent pas encore. Puis sinon, inscrivez-vous. C'est pas très grand, Super 8, c'est un peu plus petit qu'ici, je dirais. Du coup, il y a moins de place. Donc voilà, si vous voulez venir, il faudra réserver assez vite. Webmardi.ch, je ne sais pas si c'est déjà en ligne. Ça sera en ligne tout à l'heure. C'est pas grave. Webmardi, si vous cherchez à savoir où on est partout. Sur internet, webmardi.ch, sinon sur Meetup, certains nous ont trouvé dessus. Facebook, X, Twitter, Mastodon, YouTube, c'est là où on met toutes les vidéos. Donc tous les événements sont captés en live et ils sont rediffusés en live. Et après, normalement, la vidéo, elle est disponible pour tout le monde, sous couvert que le speaker soit d'accord. Rien de spécial. Instagram, toutes les photos sont postées dessus. On poste également le future event, mais souvent beaucoup plus tard qu'ailleurs. Donc si vous voulez savoir vraiment le plus tôt possible quand il y a un événement, c'est plutôt LinkedIn, Twitter, Facebook. Je suis un boomer. Et puis on est sur LinkedIn. À chaque fois, c'est Web Mardi si vous nous cherchez. L'open mic, le moment où vous pouvez venir ici dire quelque chose devant tout le monde. C'est le moment qui fait peur en général. C'est normal d'avoir peur. Mais c'est un biais, il faut battre ce... Je mets ça en blanc, comme ça vous n'avez pas une barre jaune sur la tronche quand vous parlez. C'est plus sympa pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à faire passer aux gens qui sont ici, c'est le moment de le faire. Moi, sinon, j'ai 2-3 trucs à dire. Qu'on m'a demandé de dire, mais peut-être que Luc veut... Ah, super. Faut que je sache, je ne sais pas sûr que c'est la prochaine slide. Si, c'est la prochaine slide. Ah, c'est bien fait. Du coup, oui, je vais juste parler très brièvement de Paris Web. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement, une conférence et atelier son. Ah. Nelson, il fait ouh. J'ai tout éteint, moi. C'est ma faute. J'arrive. Parce que je veux aussi parler aux centaines de Milliards. gens en ligne. Milliards. Stonks. Merci. Pardon. Donc je recommence. Donc je vais vous parler très brièvement de Paris Web. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association française qui organise un événement de conférences et d'ateliers autour de la conception web en général. Donc ça tourne beaucoup autour du design et du développement front-end, mais on est très ouvert à des sujets assez éclectiques, type sécurité, vie privée, enfin voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à la conception web, avec un focus fort sur l'accessibilité et la qualité. Notamment, on a des interprètes LSF pour toutes les conférences, donc en langue des signes française.
On a de la retranscription textuelle aussi pour toutes les conférences. Enfin voilà, c'est pas juste des mots, on agit vraiment là-dessus. Et si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est qu'on a l'appel à sujet qui est ouvert en ce moment jusqu'à dimanche soir, donc le 12 avril. Et du coup, ben voilà, je voulais juste vous inviter, si jamais vous avez des idées de sujets, par exemple sur les biais cognitifs, à proposer. N'hésitez pas. Et puis, ben, je suis disponible après coup pour en discuter si vous voulez plus d'informations. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Remarquez que j'ai un lien subliminal là, ce que j'ai oublié d'enlever de l'une de mes slides. J'en dirai rien. Ouais, c'est parce qu'à la base, c'est la slide de Respawn. Quelqu'un d'autre souhaite venir ici pour dire quelque chose? Non? Oh, moi, j'ai un autre truc à dire. Les DevOps Days, 21-22 mai, c'est une conférence qui a lieu, pourquoi je me déplace, à Genève. Petit flash QR code là si vous voulez voir sur leur site. Ça va parler de DevOps, donc sysadmin, en gros, pas du tout ce qu'on a parlé ce soir. Hein. Si c'est vraiment un truc de techos, Docker, si ça vous parle, ces trucs-là, ça va vous intéresser potentiellement. Il y a un billet à gagner ce soir pour les DevOps Days, qui sont donc le 21 et 22 mai. Voilà, si ça vous intéresse et que vous avez bien écouté, peut-être que vous pouvez gagner le billet. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite dire quelque chose? Ouais? Pardon, les mains, elles sont tellement hautes que... Mais je ne me suis pas préparée, mais voilà. Mais c'est pas grave. Moi non plus, je ne suis pas préparé. Super, ok. Bonjour. Du coup, je m'appelle Samira. C'est la deuxième fois que je vais ici, puis je profite de l'occasion. Je suis dans la recherche de travail en tant que gestion de réseaux sociaux, ou tout ce qui est marketing digital, etc. Donc, j'ai un petit peu d'expérience, mais je peux être utile avec mon petit TDAH, des fois, plein de créativité. Donc, voilà la petite info de la journée. Merci beaucoup. Tu seras là à l'apéro? Elle sera présente à l'apéro si vous souhaitez en savoir un peu plus. Quelqu'un d'autre? Je passe? Ah, pardon. Pour la conférence que je vous ai présentée, j'aimerais la présenter également en entreprise et présenter des formations, des ateliers formation pour justement apprendre à identifier ces biais cognitifs, les gérer pour mieux prendre nos décisions. Donc si vous avez en tête des entreprises, des écoles, des structures auprès desquelles je pourrais intervenir, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure en off. Merci. Merci beaucoup. Ah, ça marche pas. On dit au revoir au stream parce qu'on va jouer au Kahoot et qu'on ne veut pas envoyer nos cadeaux à ces milliards de fameux viewers. Ce serait trop coûteux. Alors, Kahoot.